9h, Good Morning Business. Il est 8h18 et Alexandre de Gilliac, le directeur général de l'Association internationale du transport aérien, est avec nous ce matin. Bonjour Alexandre de Gilliac. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est votre avant-dernier jour en poste. Vous avez bien servi le transport aérien dans une période extrêmement compliqué, une crise sans précédent. Vous rejoindrez Europcar à partir du 1er avril comme président. Alexandre de Gilliac, quel est l'état aujourd'hui, au moment où on se parle, du transport aérien dans le monde ? Voilà, la situation est très très difficile, puisque depuis la pandémie, nous avons perdu à peu près 80% du trafic, 85% pour être précis, du trafic international, et pratiquement 60%, parfois 65% du trafic domestique. Donc la situation est très très difficile. Nous estimons que, en dépit des injections massives de fonds publics que les gouvernements ont fait depuis maintenant un an, puisqu'ils ont injecté près de 160 milliards de dollars dans le secteur, ce sont des chiffres astronomiques, nous allons encore consommer entre 75 et 95 milliards de dollars de trésorerie d'ici la fin de l'année. Donc la situation reste extrêmement difficile. Mais il y a des signes d'espoir. Donc nous sommes pas totalement... Quels signes d'espoir voyez-vous ? Alors il y en a au moins de deux catégories. Première catégorie, c'est que dès que les États lèvent les restrictions aux frontières, les quarantaines, les fermetures de frontières, l'appétit des voyageurs pour voler est là et massivement. On l'a vu en Chine par exemple, quand ils ont réussi sur leur marché domestique à régler le problème de la pandémie, ils ont levé les restrictions et les chiffres de trafic sont revenus à 95% de ce qu'ils étaient l'année précédente. Donc c'est un très bon signe. On l'a vu quand on a ouvert aussi des couloirs, par exemple entre le Royaume-Uni et les îles Canaries, c'était il y a plusieurs semaines, les réservations ont bondi. Donc l'appétit de voyage est là. Ça c'est la première chose, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'on voit que dans les pays dans lequel il commence à y avoir un succès, notamment la politique vaccinale. C'est le cas notamment aux États-Unis, où ils sont en avance, comme vous savez, en nombre de vaccinations. Le voyage reprend. Donc on est assez optimiste. Alors sur l'Europe, il y a que les choses reprennent. Sur l'Europe, il y a aussi un motif d'espoir. Depuis hier, on sait que la Commission européenne va donc proposer ce fameux, je ne sais pas s'il faut l'appeler passeport vaccinal, passeport sanitaire. Thierry Breton l'a présenté. Il y aura trois cases. Soit vous êtes vacciné, soit vous avez été malade, mais vous avez donc des anticorps. Vous êtes recovered, comme on dit en anglais. Soit vous avez un test PCR négatif. Et ça sera le 15 juin. C'est ce que nous dit l'Europe. Ça va être adopté début juin par le Parlement et opérationnel mi-juin. C'est possible ça ? Oui, alors on en est. Oui, c'est possible. Et on en est, nous, un fervent supporter, d'autant plus que, comme vous le savez sans doute, nous avons développé notre propre outil numérique pour supporter ce genre de passeport. Ça s'appelle IATA Travel Pass. Et c'est effectivement un outil qui est destiné à apporter au gouvernement la confirmation, la certification, soit que vous avez été vacciné, soit que vous avez été testé. Alors testé, soit parce que vous avez eu un test PCR ou un test antigène, ça c'est pour savoir si vous êtes porteur du virus, ou testé pour savoir si vous avez eu des anticorps, ça c'est pour savoir si vous avez été malade et si vous êtes encore immunisé. Donc tous ces éléments, ils sont prêts dans un outil numérique qui est en cours de test actuellement entre Singapour et Londres, figurez-vous, et qui sera déployé à partir de la fin mars, début avril, c'est-à-dire dans quelques jours, et dont les fonctionnalités seront progressivement enrichies. Donc on pourra savoir qu'est-ce que demandent les États pour entrer sur leur territoire, est-ce qu'il faut être testé, est-ce qu'il faut être vacciné, etc. Deuxièmement, on donne une liste de laboratoires ou de centres de vaccination dans lesquels vous pouvez vous rendre, qui eux-mêmes vous recevront et seront capables d'émettre un code ou d'émettre l'information qui permet de savoir si tout a été fait. Et ensuite, cette information, vous la transférez, vous, le passager, sous votre contrôle, au gouvernement ou à la compagnie aérienne pour dire, voilà, j'ai bien satisfait des conditions d'entrée dans le territoire dans lequel je me rends. Et donc, la chose importante, c'est que tout reste, les informations qui sont très personnelles, très, très secrètes, l'information médicale, restent sous le contrôle du passager. Ce qui est sûr, c'est que l'été prochain, on avait des doutes il y a quelques semaines, se fera, si on veut voyager à l'étranger, avec ce passeport vaccinal, on est d'accord ? Oui, c'est-à-dire qu'il est probable que les États demandent, si vous voulez, des conditions d'entrée. Alors, ce sera la vaccination ou le test, ce qui me paraît assez logique pour ne pas réimporter l'infection alors qu'ils ont lutté avec force pour protéger leur population et pour
se débarrasser du virus. Et donc, ils ont besoin d'un outil de certification. Et donc, il n'est pas illogique qu'on demande aux passagers qui rentrent sur le territoire, d'ailleurs à tous les gens qui rentreront sur le territoire, de présenter un certificat de vaccin ou un certificat de test. C'est très probable, même mondial. Ouais. Tout à l'heure, je recevais Jean-François Rial, hein, le nouveau président de l'Office du tourisme de Paris, qui par ailleurs est président de Voyageurs du Monde. Il était un peu bizarrement très très optimiste en disant que selon lui le retour à la normale quasiment identique à la situation d'avant-crise, ça serait dès 2022. Et écoutez-le, Alexandre de Juniac. On va retrouver un niveau équivalent à celui de 2019 assez vite, voire très vite. Pas du tout les prévisions apocalyptiques qu'on nous donne à 2025, 2026, 2027. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois exactement l'inverse. Je pense que ça va revenir très très vite, à condition bien sûr que l'épidémie se termine. Alors, les prévisions apocalyptiques, c'était un peu les vôtres, Alexandre de Juniac, en tout cas celle du transport aérien. Il y a quelques semaines, effectivement, un retour à la normale, pas avant 2025, vous disiez à un moment. Est-ce que du coup, vous avez un peu changé d'avis grâce à ce que vous avez constaté vous-même, hein, c'est-à-dire le retour dans les avions tout de suite des Chinois ou des Anglais dès qu'on leur a donné l'autorisation ? Alors je veux dire d'abord, nous accueillons ces prévisions si elles sont fondées plus optimistes avec joie. Hein. On ne fait pas des prévisions pessimistes par plaisir. Hein. Et ce que nous prévoyons nous, c'était 2023-2024, plutôt un retour à la normale en 2024. Si ça peut se faire avant, tant mieux. Il faut voir que le trafic est quand même extrêmement bas et que les restrictions qui ont été imposées par les États ont vraiment complètement écrasé le transport aérien. Vous n'avez plus d'avions long courrier. Pour vous donner un simple exemple, pour moi qui voyageais à peu près 6 à 7 fois par semaine, figurez-vous, j'ai pris mon premier long courrier depuis 1 an, la semaine dernière, pour aller à Singapour. Et la procédure, ce qui est encore logique à ce stade, hein, où la pandémie, qui n'est pas encore sous contrôle, était assez compliquée. Donc on pense qu'il y aura reprise. On pense que l'appétit est là, encore une fois, et c'est là que je rejoins beaucoup l'opinion de François Rial. Mais il faut quand même être réaliste sur la rapidité à laquelle elle se fera. Hein. Si on s'est trompé par défaut, on est ravis. Hein. Bah oui, on serait tous ravis si on s'est trompé. Est-ce qu'en matière de tourisme d'affaires, si je puis dire, de voyage d'affaires, pardon, est-ce que là on est quasiment sûr qu'on reviendra jamais ou dans très longtemps à la situation d'avant parce que les entreprises elles ont appris à travailler différemment, à organiser des réunions en Zoom? Alors, nous, on recommande de ne jamais dire jamais, d'abord, c'est la première chose. Ce qui est vrai, c'est qu'on pense que le voyage d'affaires reviendra à ses niveaux antérieurs, mais plus tard, avec un délai de 12 à 18 mois par rapport au voyage, disons, pour motif personnel, au voyage touristique, pour simplifier. Et ça, parce qu'effectivement, on utilise les outils électroniques, ça, comme nous le faisons aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Deuxièmement, les entreprises, les organisations ont énormément coupé les budgets. Parfois, ils ont divisé par 2, voire par 3. Les budgets voyage, donc ça c'est quand même aussi très important. Et puis dernier point, il est vrai qu'on apprend peut-être à travailler un peu différemment. Inversement, quand une entreprise ou un homme d'affaires aura vu que son concurrent aura décroché le contrat parce qu'il y a été lui physiquement en prenant l'avion, je pense qu'il reprendra l'avion suivant. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très juste sur la fin, la disparition provisoire des longs courriers. C'est peut-être aussi une tendance de fond. On voit beaucoup de compagnies aériennes qui, plutôt que prévu, remisent leurs avions à très grande capacité, les 777 à version étendue, l'A380. Est-ce que vous pensez effectivement que le trafic aérien va changer, un peu moins de hub, un peu plus de liaison point à point avec des avions donc un peu plus petits? Enfin, nous ne pensons pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les compagnies aériennes ont mis au garage, si je puis dire, les avions les plus consommateurs de kérosène, les moins économiques. Alors, c'est le cas, par exemple, du 747 ou du 380. Les avions très long courrier, pour l'instant, sont aussi cloués au sol, parce qu'il n'y a pas de trafic. C'est surtout pour ça. Hein. Maintenant, si le trafic revient, les avions long courrier auront encore une très forte utilité. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que les avions moyen courrier qui existent actuellement, leur rayon d'action a été étendu. Et donc, par exemple, on peut se servir des nouvelles gammes étendues d'avions moyen courrier, par exemple produites par Airbus, 321,
la côte est américaine jusqu'à l'Europe. Et donc ça peut être amené à changer un petit peu la composition des flottes. Mais vous disiez que vous ne croyez pas au point à point. Vous continuez à croire à ces grands hubs d'échanges aéroportuaires. C'est-à-dire que pour le long courrier, c'était une manière fondamentale d'amener des passagers, si vous voulez, jusqu'au hub et ensuite de les transporter sur une destination long courrier. Pour vous donner un exemple, Air France, dont j'ai eu l'honneur de m'occuper, plus de la moitié des passagers de Charles de Gaulle sont en transit pour prendre un long courrier. Et pour KLM, c'était 70% à Amsterdam. Donc c'est très difficile pour les compagnies qui opèrent du long courrier de ne pas avoir un réseau qui ramène les passagers sur le hub et ensuite on les transporte sur un long voyage. Merci beaucoup Alexandre Juniac, directeur général de IATA, de nous avoir accordé cette interview à la veille de votre départ de cette organisation pour de nouvelles aventures. Europcar, sacré défi aussi, le défi du redressement pour un loueur de voiture. Ah oui. Et oui, aussi parce que 60% de leur activité est dans les aéroports. Il faudra bientôt dire de notre activité. Voilà. Merci Alexandre de Juniac, on vous retrouvera comme président d'Europcar avec grand plaisir quand vous le souhaiterez.